c'est donc Marion Van Antwerghem que je reçois aujourd'hui pour son livre « C'était Merkel ». Et oui, c'était à l'imparfait. Merkel, une grande figure de la politique internationale. Alors, Marion Van Antwerghem, vous avez écrit 2 livres. Vous consacrez un film à Angela Merkel. Vous êtes une des journalistes qui la connaît le mieux, en tous les cas en France. Elle s'est confiée à vous. Vous avez bien enquêté dans son entourage. Qui est Angela Merkel, la chancelière de la CDU? Alors, je précise qu'elle ne s'est pas confiée à moi, c'est bien mon drame, c'est que Angela Merkel... Quelques rencontres quand même. J'ai eu des rencontres, en effet, j'ai eu l'occasion de dîner avec elle, avec d'autres gens, je l'ai vue observer de loin et d'un peu plus près depuis une dizaine d'années maintenant, mais elle n'a jamais accepté de me donner une interview en tête-à-tête, même si, encore une fois, je l'ai croisée, j'ai parlé avec elle, par principe, parce que c'est devenu maintenant... elle donnait quelques interviews au début, au cours du premier de ses 4 mandats, parce qu'elle était encore un peu neuve et pas trop demandée. Maintenant qu'elle est devenue un personnage mondial, elle a pris comme principe de ne donner aucune interview en tête-à-tête aux journalistes de la presse étrangère parce qu'elle ne s'en sort pas. Et elle ne déroge pas à ce principe. Et pourtant, Dieu sait si j'ai essayé, je connais son entourage et ils ont la politesse de ne pas me dire à quel point ils en ont marre de me voir rentrer par la fenêtre quand ils me ferment la porte. Ils sont toujours extrêmement polis, courtois et chaleureux. Mais ils me disent, je suis désolée, la chancelière est très touchée de l'attention que vous lui portez. Elle avait lu le travail que j'avais fait. Le premier ouvrage, non, parce qu'il n'a pas été traduit, mais on lui a traduit les papiers que j'avais fait sur elle dans Le Monde, donc ils me disent elle est très touchée, mais voilà, elle ne veut pas déroger à ce principe, et puis elle travaille, elle est dans la crise du coronavirus, elle est attachée à son travail, attelée à son travail. Malgré tout, c'est vrai que, comme vous dites, je crois que je la connais absolument par cœur depuis le temps qu'elle me fascine, parce que c'est vraiment une sorte de fascination qui tourne à l'obsession, et qui tourne même à l'affection, même si je suis assez critique. Je ne crois pas être béate, du tout, même dans sa politique. Je vois des erreurs, je vois même des fautes. Mais c'est vrai que je me suis extraordinairement attachée à ce personnage parce qu'elle ne ressemble à rien de ce qu'on connaît d'un dirigeant, et surtout à rien de ce qu'on connaît d'un dirigeant occidental, pour la bonne raison qu'elle est la seule parmi les grands dirigeants occidentaux à avoir passé plus de temps de sa vie sous la dictature qu'en démocratie. Et ça, cette femme venue d'Allemagne de l'Est qui dirige maintenant la première puissance économique européenne, ça ne peut pas arriver ailleurs, et c'est un cas unique au monde, et je pense qu'il le restera pour longtemps. Alors, il faut rappeler qu'elle est une fille de pasteur protestant, et que contrairement à beaucoup d'Allemands, enfin c'est un cas presque unique, elle est née à l'Ouest et ils sont partis à l'Est. C'est ça. C'est quand même une exception extraordinaire déjà. C'est ça. Il y a quelque chose d'à contre-courant, et je trouve qu'il a défini, d'ailleurs c'est un peu la métaphore de Merkel, d'aller un peu à contresens. Et ça a commencé par ses parents, parce que c'est vrai qu'au moment où tout le monde, où le régime communiste se mettait en place et même commençait à se durcir, au cours des années 50, la plupart des gens, des Allemands de l'Est, fuyaient la dictature vers la liberté, vers la démocratie, et ses parents, à Merkel, ont fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle est née à Hambourg, à l'ouest, et sa famille a décidé d'aller s'installer dans une dictature déjà implantée. Pourquoi ? Parce que le père Pasteur, en effet, avait une offre pour former un séminaire pour former des apprentis pasteurs, et surtout par conviction idéologique. Et là, c'est intéressant, c'est que c'était au fond un communiste, ou en tout cas quelqu'un qui croyait dans cette expérience, dans cette nouvelle expérience de démocratie populaire. Il avait envie d'en être. Alors, bien qu'il soit pasteur. Bien qu'il soit pasteur, parce que c'est en effet pas le moindre des paradoxes, c'est qu'on ne peut pas dire que ce soit une idéologie politique extrêmement ouverte aux religions, même au contraire, puisque c'était l'opium du peuple, et que les protestants en Allemagne de l'Est, qui sont extrêmement nombreux, parce que c'est vraiment la religion dominante dans cette région de l'Allemagne, étaient quand même mis sous surveillance. Et être pasteur n'était pas très bien vu, être la fille d'un pasteur non plus. C'est pour ça que Merkel se tenait à carreau et qu'elle a assez vite appris à être discrète et à travailler en silence. Mais le père avait une fonction un peu double. C'était un pasteur, donc il était mal vu, mais en même temps, il était favorable au régime, donc il était
Il était assez passé bien à l'Est. Passé à l'Est, oui. Au point que d'ailleurs certains autres pasteurs à qui j'ai parlé le considéraient un peu comme un collabo. Et je pense qu'il y a aussi une histoire familiale enfouie, mais je n'ai aucun indice précis. Mais malgré tout, le père de ce pasteur, le grand-père d'Angela Merkel, c'est une famille qui vient de Pologne, d'ailleurs elle a des origines polonaises des deux côtés, était venue s'établir à Berlin dans les années 30, suivez mon regard quand même, dans les années 30 à Berlin, et surtout il était policier dans les années 30 à Berlin, il était dans la police berlinoise. Donc il y a quand même quelque chose. C'est pas anodin, et surtout quand on connaît un peu les Allemands qui sont incroyablement dans la repentance vis-à-vis de cette histoire terriblement lourde. Et en général, la première chose qu'on sait dans des familles allemandes, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant le nazisme. Et là, bizarrement, on a oublié ou on ne le sait pas. Et quand des journalistes, quand des journalistes ont posé il y a bien longtemps la question à Angela Merkel sur son grand-père, elle disait qu'elle ne le savait pas. Et je pense que ça n'est pas possible de ne pas le savoir. Donc il y a un secret de famille et qui pourrait expliquer, mais encore une fois je n'ai pas d'indice, qui pourrait expliquer ce trajet étrange du père, donc du fils de ce policier des années 30 à Berlin, peut-être une forme de pardon, je ne sais pas, une faute à expier, de repentance, qui fait qu'il a épousé le contraire, il est allé vers l'Allemagne communiste. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses. Je m'étonne simplement de ce silence sur un sujet qui en général ne laisse pas les gens silencieux. Alors, c'est une scientifique également, et ça compte beaucoup dans la manière dont elle gère les dossiers, dont elle les examine, elle prend son temps, ce qui exaspère tous les autres partenaires européens. C'est un choix, la science, pour elle aussi. C'est un choix. Alors au départ, elle n'imagine rien d'autre. Elle n'imaginait rien d'autre. Disons que c'est un choix, sage dans une dictature communiste. Elle a choisi les études scientifiques d'abord parce qu'elle était extrêmement douée. Et là, c'était intéressant pour moi de recueillir les témoignages de ses premiers professeurs de mathématiques qui m'ont dit, j'en ai vu deux, et l'un et l'autre m'ont dit qu'elle était très douée. L'un m'a même dit, je n'oublierai jamais cette élève à tel point qu'elle était, tellement elle était différente dans sa capacité d'analyse et cette espèce d'obstination à chercher des solutions aux problèmes et à trouver des solutions en général qui n'étaient pas celles du corrigé académique. Donc il l'avait repérée comme étant vraiment étonnante scientifiquement. Mais elle était très douée, et puis après elle a choisi des études de physique-chimie à Leipzig, sachant que c'était les sciences étaient l'endroit où la Stasi et le gouvernement étaient le moins intrusifs. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il n'y avait pas de politique à aller chercher dans des études scientifiques, alors que ceux qui allaient étudier soit l'histoire, soit la philosophie, enfin tout ce qui relevait des sciences humaines, évidemment le gouvernement avait un œil, il fallait glisser de la propagande dans tout. Au moins les sciences étaient dépourvues de propagande, et elle avait choisi ces matières pour cela, et elle était destinée à être une chercheuse puisqu'elle a continué sa carrière brillamment à l'Académie des sciences de Adlershof à Berlin-Est, et elle était dans une petite unité de chimie quantique, physique, chimie quantique. Ne me demandez pas trop la différence parce qu'il y en a parfois qui disent chimie, d'autres parfois physique, et il paraît que c'est pareil dans ce cadre-là. Donc un petit laboratoire assez sérieux, et elle aurait sans doute été destinée, et elle en était très heureuse, à devenir une très grande chercheuse. Mais Merkel est quelqu'un, comme vous disiez, elle est lente, et surtout, elle n'avait rien d'héroïque pendant cette dictature. Elle acceptait cet état de fait. Elle n'imaginait pas, comme la plupart des gens, qu'un jour, le régime allait changer et que ça cesserait. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui observe les situations et le contexte dès lors qu'il se pose devant elle. C'est vraiment comme une matheuse. Donc elle dit, voilà, quel est le problème ? Quelle est l'équation ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est faisable ? Et quelle est l'équation ? Et là, tout d'un coup, l'équation change radicalement. C'est que le mur de Berlin tombe. Ouais. Et elle n'est pas du tout enthousiaste au début. Elle l'accueille même avec une certaine froideur. Elle traverse, elle va boire une bière comme il y avait une liesse générale, une folie, une euphorie dans la ville. Elle était à son sauna. Elle sort du sauna. Elle voit que les checkpoints sont ouverts. Elle va prendre une bière chez des inconnus, comme tout le monde. On entrait dans les appartements, on fêtait entre l'Est et l'Ouest. Et puis à un moment, elle regarde sa montre, elle dit, bon, c'est pas tout ça, moi j'ai du travail demain matin à l'Académie des sciences, donc je rentre pour dormir. Et donc une espèce de froideur totale, très merkelienne. Mais quelques jours après, j'avais été voir le directeur de cette Académie des sciences qui m'avait dit... Un jour, quelques jours après la chute du mur, elle a dit à une de ses collègues « La politique me fascine
Et elle a disparu. On ne l'a plus jamais revue à l'Académie des sciences et elle a commencé à la politique à ce moment-là. Alors, comment est-elle devenue de la petite scientifique qui franchit comme ça le mur de Berlin, tranquillement, doucement, incognito? Comment est-elle devenue ce personnage majeur de l'histoire de la CDU? C'est un et de l'histoire de l'Allemagne de l'Ouest. C'est un vrai mystère et je dois dire que, et pour mon livre et pour mon film, c'est un peu une question que j'ai posée de manière récurrente à tous les interlocuteurs, parce que j'ai vu essentiellement des gens qui étaient proches d'elle, c'est-à-dire pas des experts extérieurs, mais des gens qui avaient croisé son chemin, soit qui avaient été des amis de jeunesse, des collègues, des adversaires politiques ou des conseillers ou des ministres. Je n'ai vu que des gens dans sa proximité ou des leaders étrangers comme Macron, que j'ai interviewé, Sarkozy, Hollande, etc., ou Tony Blair. Mais donc, et à chacun en général, je pose la question, mais qu'est-ce qui la motive ? Comment cette femme qui semble à ce point détachée des attributs du pouvoir, totalement indifférente au matériel, au pimpon, au gyrophare, aux voitures, à tout ce que les Français adorent, oui, en fait. Il n'y a pas le faste républicain en Allemagne, quand même. Ça c'est vrai, mais son prédécesseur, Gerhard Schröder, il avait largement pris goût. Donc lui, il était quand même plutôt... Il aimait les cigares, les beaux costumes et les voitures de fonction, ce qui n'est pas du tout le cas d'Angela Merkel, qui est restée incroyablement simple et modeste, et ça n'est pas ce n'est pas de l'affectation, enfin ce n'est pas une coquetterie simulée. Ni de la com. Voilà. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Je me suis embarquée sur votre question. C'était comment... Oui, voilà. La question que je posais aux gens, c'était qu'est-ce qui la motive ? Qu'est-ce qui fait que cette femme, d'abord, a accédé au pouvoir, ce qui était extrêmement difficile. Elle était dans un milieu inconnu, d'hommes très implantés localement, machistes. Elle venait de l'Est. Elle n'avait pas du tout les mêmes codes. Donc, l'accession au pouvoir était dure. Et comment elle a pu y rester 16 ans ? 16 ans, 4 mandats, 4 fois élue. Et donc, il y a eu des réponses un peu différentes selon les interlocuteurs, mais celle qui m'a intéressée le plus, c'est celui qui m'a répondu sans hésiter. Je lui ai dit, quel est le moteur de son ambition ? Il me dit, son père. Ce père pasteur, il faut voir ce père, j'en ai eu des frissons un peu quand il m'a dit ça comme ça, ce père pasteur qui sort un peu d'un film de Bergman, enfin bon, avec tous les clichés. En plus, il avait une tête particulière parce qu'il était borgne, il avait un œil qu'il avait perdu par maladie, je pense, et donc ça lui donnait un visage très charismatique, mais un peu étrange, très autoritaire. Ses amis d'enfance me disent que c'était quelqu'un de très sympathique, qui était très curieux des amis d'Angela, il aimait beaucoup parler avec ses copains, et qu'il offrait même la salle de son séminaire pour les soirées, les booms de la Saint-Sylvestre. Et donc, c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, intellectuel, où il y avait les livres, chez lui, il y avait les livres de l'Ouest. Donc, un de ses amis m'avait dit, j'adorais aller chez Angela parce qu'il y avait tous les livres qu'on n'avait pas chez nous. On regardait la télé de l'Ouest. Ça, tout le monde regardait en secret la télé de l'Ouest. Il y avait toujours des trucs pour capter les satellites. Donc, ça, c'était courant. Enfin, donc, c'était un personnage. Et puis, surtout, c'était un pasteur. C'est quand même pas rien d'être la fille d'un pasteur. Ça veut dire que la culture... Dans un régime communiste. Dans un régime communiste. Donc, déjà, le sens du contexte historique, elle l'avait, le sens du danger, elle l'avait, le sens de la compromission, elle l'avait, et puis le sens des valeurs, quand même très fortes. C'est-à-dire, elle avait inculqué... Vous pensez des valeurs morales ? Voilà, la morale, c'est quelque chose qu'elle a eu vraiment inculqué, elle a biberonné avec ça, elle a biberonné aussi avec les livres, la lecture, l'importance du travail. Et il y a autre chose qu'elle avait en étant fille de pasteur, c'est qu'elle avait face à elle, enfin invisible, mais face à elle, ce mur qui la privait de l'Ouest, de la liberté, dont elle était suffisamment abreuvée de propagande pour se dire que c'était mal de l'autre côté. Donc ils étaient très heureux. C'est ça un des paradoxes que j'ai découvert en parlant avec ses amis, c'est qu'on imagine qu'une dictature, c'est atroce, il y a la Stasi partout, etc. Mais quand on est enfant, comme l'était Angela Merkel, c'est-à-dire dans un lieu un peu en dehors de la ville, où elle était très bonne à l'école. Ils étaient un groupe d'amis, elle était fille de pasteur. À côté du séminaire de son père, il y avait un centre de handicapés. Elle vivait avec les enfants handicapés, ils jouaient ensemble. C'était entre la ville et la campagne. Il y avait des jeux, il y avait des animaux. On tuait le cochon, on faisait du boudin, etc. On allait se baigner dans les lacs, toujours tout nu, parce que c'était la mode en Allemagne de l'Est. La nature était très forte. Et c'était des gens, ils me l'ont tous dit, on était incroyablement heureux.
Et ça, vraiment, c'est un cliché qu'il faut... Après, la dictature, plus elle a grandi, plus la dictature s'est fait sentir. C'est-à-dire qu'à la fac, elle avait davantage conscience, peut-être. Voilà, elle avait plus conscience. Et puis, bon, il fallait s'inscrire dans les mouvements de jeunesse communistes, parce que sinon, on ne pouvait même pas faire d'études. Ensuite, quand elle était à Adlershof, on avait toujours un peu peur à qui on pouvait se confier, sachant pas trop si ce serait rapporté dans les dossiers de la Stasi. Il y avait une confiance qui s'opérait très naturelle entre protestants. Et ses copains étaient généralement des protestants parce que il y avait une sorte de communauté de fait qui se créait. On savait qu'on était un peu en minorité exclue du régime et il y avait une confiance un peu plus immédiate. Mais elle était donc c'était une enfant très heureuse et on le voit d'ailleurs sous toutes les photos, contrairement à l'image d'austérité qu'elle donne aujourd'hui, un peu mémère comme ça. Elle était toujours en train de se marrer, très bonne copine, très bonne camarade, à la fois décontractée, sérieuse. Alors pas sportive, elle avait un gros problème elle n'avait pas d'aisance avec son corps, elle était très maladroite et elle disait d'ailleurs elle-même, elle dit « Je suis une idiote du mouvement ». Alors quand même, elle a fait une inconnue qui arrive dans un parti politique implanté où la religion catholique était très présente aussi, avec Helmut Kohl. Il y a toute une tradition. Ce sont les Länder en Allemagne, ce n'est pas comme en France. Donc, elle passe comme ça. Il y a Helmut Kohl, Schröder, elle passe, tout ça passe, et elle arrive à se faire élire chancelière. Alors, est-ce que déjà c'était la méthode Merkel que l'on a quand même fini par comprendre? On avance à petits pas. Et ce qui compte, c'est pas la manière, c'est le but à atteindre. Un peu. Alors ça, c'est vrai que ce que je décrivais, la bonne camarade, sympa, etc., elle était sympa, mais en politique, elle n'a pas hésité à sortir le poignard. Et, et c'était totalement redoutable. Et si on regarde son tableau de chasse, je la compare à Calamity Jane, là, parce elle pourrait faire des encoches sur la crosse de son revolver. Les meurtres politiques d'Angela Merkel, c'est assez spectaculaire. Et comme vous disiez, tout à fait inattendue, et c'était d'ailleurs sa force, c'est qu'on ne l'attendait pas au tournant. Elle est arrivée, la petite fille de l'Est, en jupe culotte, mal habillée, toute gentille, toute douce, avec sa frange coupée à la main et un peu souvent de traviole. Et ils ne se sont pas méfiés, parce que c'était vraiment un milieu, ça c'est ses copines aussi, j'ai interviewé une de ses copines, qui est une des grandes féministes allemandes, une grande figure du féminisme allemand, qui est Alice Schwarzer, et qui me décrivait le milieu de macho, et Alice Schwarzer était très à gauche et malgré tout, elle s'est tout de suite prise de sympathie pour cette jeune ministre des Femmes c'était le poste qu'on lui avait confié au début. Et elle disait, mais il fallait voir ce qu'elle endurait, le milieu de macho que c'était, et surtout à la CDU, dans ce parti conservateur allemand où la femme, c'était fait pour faire la cuisine. On disait Kinderkirche, oui, bref, ces 3 cas, c'était église, cuisine et enfants. Les 3 cas pour les femmes, et on n'en parlait plus. Et les hommes étaient des espèces de gros matous installés au pouvoir et n'entendant pas le céder. Donc, elle a été extrêmement habile. Elle a senti qu'à un moment, la CDU, elle a monté, elle a fait son chemin dans le parti. Elle a bénéficié du fait qu'elle représentait tous les quotas qu'il fallait au moment de l'Allemagne réunifiée. C'est-à-dire qu'il fallait des femmes, ça faisait un peu bien. Il fallait des gens de l'Est, parce que ça faisait bien aussi. Et elle était femme et de l'Est. Et en plus, elle était protestante, donc c'était parfait. Elle était un quota à elle toute seule. Et donc, elle est arrivée, elle était devenue ministre, puis de nouveau ministre. Et puis, la CDU était empêtrée dans des affaires de caisse noire, donc de détournement de fonds, de financement, etc. Et Kohl était affaibli, il avait déjà perdu contre Schröder. Et là, elle a senti vraiment comme le chien qui sent la bête un peu blessée. Et elle a sorti, mais personne ne s'y attendait, personne ne pensait à Angela Merkel. Elle a sorti dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung une tribune à la une, qui a été placée à la une, signée Angela Merkel, dont aucun de ses amis et de ses conseillers, de ses fidèles n'avait entendu parler. C'est ça qui est fou aussi. Elle a vraiment fait ça dans son coin. Et qui était une manière de dire maintenant il faut tourner la page. Helmut Kohl qui était non seulement son mentor à elle, mais espèce de statut du commandeur de la CDU, qui avait été chancelier pendant 16 ans, et comme elle, et qui... comme elle aujourd'hui, et qui était inamovible. Et voilà, une aura. On n'imaginait pas l'Allemagne sans Helmut Kohl. Et ben, celle qui imagine l'Allemagne sans Helmut Kohl, c'est cette petite de rien du tout, cette gamine que personne n'avait vu venir, qui s'appelle Angela Merkel. Alors, il y a toutes les années 4 mandats, le dernier
qui n'a pas commencé sous les meilleurs auspices, mais il y a aussi son aura à l'international. Comment expliquez-vous qu'elle a su conquérir aussi le monde ? D'une certaine façon. C'est vrai, et d'ailleurs elle est plus, sans doute plus appréciée encore, même si sa popularité est inouïe, parce qu'elle a quand même... tout le monde dit, les sondages, il se trouve qu'elle a été très claire qu'elle ne se représenterait pas pour un 5e mandat, mais les sondages, au moment où il était question d'une éventuelle candidature, où les journalistes lui posaient la question, les sondages disaient qu'elle serait élue si elle se représentait. C'est quand même dingue, au bout de 16 ans. Donc elle a eu une popularité avec... il y a eu des hauts et des bas, notamment des très bas après la crise des migrants. Enfin, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui. Non, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Mais malgré tout, c'était à chaque fois des scores au-dessus de 60% de popularité. Elle a été jusqu'à 80 encore récemment. Donc, elle aurait pu continuer, et encore plus à l'international. D'abord parce que elle finit par incarner une forme de stabilité. Au bout de 16 ans, elle est cette espèce de pilier, et puis elle a ce style qui ne ressemble à aucun autre, c'est-à-dire un style absolument inamovible, inchangeable, un calme à toute épreuve, et c'est une personne qui, face en plus, là aussi, le milieu de macho, c'était à l'international, il fallait voir les grands mâles pleins de testostérone qu'elle a eu à affronter, que ce soit évidemment Donald Trump en chef et Poutine, les deux grands chefs de la testostérone, mais il y avait aussi Obama avec qui elle a eu maille à partir, qui était extrêmement arrogant sous ses airs charmants, incroyablement arrogant et condescendant. Elle s'est battue avec tous ces gens, toujours avec le calme, et la méthode Merkel qu'elle a appliquée, dont elle ne s'est jamais départie, c'est assez admirable. C'est une écoute. C'est une écoute, c'est-à-dire, et c'est quelqu'un qui résout les conflits dans la négociation, dans le compromis, dans la lenteur, et ça exaspérait les présidents de la République, à commencer par Sarkozy, qui n'était pas vraiment fait du même bois. Donc il disait mais qu'elle agisse, mais non, elle prenait le temps. Alors les institutions allemandes l'y obligeaient aussi, parce que c'est quand même un régime beaucoup plus parlementaire que le nôtre, et qu'il faut avoir convaincu le Bundestag avant de faire quoi que ce soit. Elle a moins de pouvoir décisionnaire qu'un président de la République, mais elle agaçait les présidents français pour ça. Mais la méthode Merkel, c'est avant tout une capacité de conviction par la lenteur et par l'écoute. C'est assez admirable, et qui fait qu'elle a incarné, en plus dans un monde de plus en plus turbulent, de plus en plus guetté et envahi par les populistes, avec les réseaux sociaux qui aggravent les choses, elle est apparue comme une forme de pilier de la démocratie, comme une sorte de roc dans ce monde de turbulence, et qui fait que, d'ailleurs, moi c'est pour ça que je dis franchement dans mon livre, elle va me manquer malgré tous ses défauts que je reconnais. C'est quelqu'un qui va me manquer, et son départ m'inquiète un peu, même si ses successeurs ne sont aucunement inquiétants en Allemagne, qu'on soit clair. Le monde est bien plus inquiétant en dehors de l'Allemagne en ce moment, notamment en France. Donc l'élection française, d'ailleurs, fait bien plus peur aux Allemands que l'élection allemande de 2022 fait bien plus peur que 2021 en Allemagne. Mais malgré tout, elle incarnait cette solidité extraordinaire et qu'on va perdre. Très vite, Marion, avant de nous quitter, vous écrivez que Merkel, c'est la chancelière de l'Allemagne heureuse. Mais c'est quand même aussi sous Merkel que l'extrême droite s'est réveillée. Exact. C'est sous Merkel qu'il y a eu le Brexit. C'est sous Merkel que l'Allemagne a compris que l'OTAN, c'était pas vraiment pour des siècles et des siècles, que Poutine a bien rétabli quand même la puissance russe, pardon. Mais il ressemble tellement au pouvoir communiste que permettez-moi cette erreur. Alors, elle laisse quand même quelle Allemagne, vraiment ? Non, c'est très juste. Alors, on ne peut pas tout lui imputer. Le Brexit, Poutine, etc., c'est quand même pas de la faute de Merkel. Non, mais c'est justement, je pense que, précisément parce que ce monde est inquiétant, elle a incarné en Allemagne, elle a réussi à préserver l'Allemagne de toutes ces turbulences, et d'abord, elle a installé une puissance économique extraordinaire. Il faut voir d'où est partie Merkel. Alors, elle n'est pas à l'origine de cette puissance, puisque c'est Gerhard Schröder qui avait fait les réformes. C'est Schröder qui a fait les réformes. Dont elle a profité, et elle n'a fait aucune réforme. C'est pas du tout une réformatrice. Mais elle a géré. Mais elle a su gérer, et elle a su installer cette puissance. Et en installant cette puissance allemande, c'est là que je dis que c'est une Allemagne heureuse. C'est que même s'il y a, comme toujours, des laissés pour compte, des postes de pauvreté, etc., ça, dans toutes les sociétés, malgré tout, elle a quand même installé cette prospérité allemande, cette puissance allemande.
Et par là même, on lui reproche, parfois on dit, les Français disent l'Allemagne nous domine, etc., enfin tout le blablabla habituel, mais la puissance allemande profite... Une certaine aigreur française, exactement, de jalousie, etc. Et puis, c'est un discours qu'on connaît bien de dire que les Allemands sont toujours nos ennemis, mais elle a, en installant la puissance allemande, elle a tiré l'Europe. Et si l'Europe est si crédible, si on peut faire un plan de relance aujourd'hui de 750 milliards d'euros, c'est grâce à la crédibilité de l'Allemagne sur les marchés. Donc, elle tire toute l'Europe vers le haut. La France exporte à peu près la moitié de ses exportations vont vers l'Allemagne. Donc, les emplois français dépendent aussi de cette prospérité-là. Donc, elle a quand même créé une sorte d'îlot de stabilité avec des tas de défauts, les excédents budgétaires, les excédents commerciaux allemands, etc., qu'on lui reproche. Mais malgré tout, il y a eu ça. Alors, le vrai défaut, en effet, d'abord, moi, ce que je lui reproche, c'est une forme d'indulgence avec les régimes de Poutine et de Xi Jinping au nom des intérêts, de la priorité donnée aux intérêts allemands. Ça, je pense qu'elle a été un peu faible là-dessus. Et puis, c'est vrai, la montée de l'extrême droite, mais la montée de l'extrême droite qu'elle paye pour un geste d'humanité extraordinaire qui nous a fait honte. On avait honte avant qu'elle le fasse, d'ailleurs, mais elle a sauvé l'honneur de l'Europe en accueillant 1 million de migrants, en réussissant à faire en sorte que l'Allemagne les intègre pour à peu près la moitié ou au moins 3/4 d'entre eux, quand nous en avons accueilli quelques dizaines, je ne sais même pas si c'est plutôt une dizaine de milliers, et elle a appelé à la solidarité européenne, et tout le monde a regardé sous la moquette, à commencer par le Premier ministre français de l'époque, Manuel Valls, qui s'est permis de la critiquer. Donc, je veux dire, l'Europe entière a fait l'autruche, l'Allemagne a fait ce geste d'humanité extraordinaire, après, on en a payé le prix politique. Ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui le lui reprochent disent aussi qu'elle l'avait fait pour des intérêts politico-démographiques, etc. La situation n'était pas la même qu'en France et que dans d'autres pays. C'est ce que dit François Hollande pour se justifier. Il dit, mais nous, on avait le Front National. Alors eux, ils ont en effet gagné un peu la montée de l'extrême droite qui était inexistante et qui a pris du poil de la bête après cette crise de 2015. Pour conclure, il y a cette phrase de Václav Havel qu'elle a faite sienne, enfin, qui l'a marquée. L'espoir, ce n'est pas la conviction qu'une chose se termine bien, c'est la certitude que cette chose fait sens, quelle que soit la manière dont elle se termine. Alors, ça s'applique à la fin de son mandat, à son départ ? Oui, absolument. Et je raconte le contexte dans lequel lui a été dit cette phrase dans le livre qui est tout à fait, je trouve, extraordinaire. C'est un pasteur qui lui dit ça au théâtre, enfin bon. Et elle lui demande de répéter la phrase tellement ça la marque. Et je pense en effet que ça correspond à cette morale qu'a Merkel, qui gouverne pas tellement, elle n'a pas de vision, c'est pas une femme, c'est pas un De Gaulle, c'est pas un Churchill, elle n'a pas de grande vision à long terme, c'est pas une grande réformatrice, c'est une gestionnaire et surtout c'est une dirigeante morale. C'est ça qu'elle a d'extraordinaire, c'est que au lieu d'avoir une stratégie politique, ça ne l'empêche pas d'être politicienne, machiavélique et compagnie et de faire des tas de petits calculs. Elle n'est pas innocente. Elle n'est pas du tout innocente, mais plutôt qu'une stratégie politique, elle est gouvernée par un cap moral que lui a évidemment enseigné son père et son éducation protestante. Et c'est vrai que ses 3 premiers mandats, jusqu'à la crise des migrants en tout cas, étaient un peu inaboutis. Elle était un peu plus une dirigeante germano-allemande qu'une dirigeante européenne. Et puis, elle s'est ouverte, alors forcée par les événements et notamment par cette crise du coronavirus qui l'a obligée à agir avec ce plan de relance européen, le fait qu'elle a dû briser un nombre de tabous incroyables en Allemagne, comme le zéro déficit budgétaire et la mutualisation des dettes. Enfin, elle a vraiment brisé des tabous de ce point de vue. Elle a franchi le Rubicon. Voilà, l'accueil des migrants, c'était pas rien, et elle s'est affirmée à la fin un peu de son règne, si je peux dire, comme une européenne qu'elle n'avait pas vraiment été au début, c'était pas quelque chose de naturel chez elle. Faut pas oublier qu'elle vient d'Allemagne de l'Est, d'une Europe qui était coupée en deux. Elle est arrivée au pouvoir dans une Europe déjà élargie, qui était donc un grand marché. Donc elle n'a pas cette culture rhénane de franco-allemande, quoi, naturelle. Mais elle l'est devenue, et souvent des gens disaient, quand elle s'est fait élire mal son dernier mandat, disaient voilà, c'est le mandat de trop. Elle avait qu'à pas y aller, alors qu'elle l'a fait sous la contrainte parce que Trump était élu et qu'on lui a demandé. Obama d'ailleurs lui-même lui a dit ne laisse pas tomber l'Europe maintenant. Elle l'a fait un peu par devoir, et au fond, c'est ce dernier mandat, au lieu d'être un mandat de trop, je veux dire, était un mandat de plus, celui qui lui manquait pour s'accomplir. Alors, c'était Merkel, Marion van der Rottergem,
Marion van Rotergem, c'est aux éditions des Arènes. Et si vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui, découvrez celui de Merkel d'hier.